Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous ne vous êtes peut-être toujours pas remis de ce réveillon avec votre tonton macho facho, et oui, ça tombe toujours sur les tontons cette image-là. Eh bien, jouez les prolongations de Noël et offrez-lui le formidable Beyoncé est-il féministe. Il est co-signé Margot Collet, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buan, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, ce sont les 150 ans de l'inauguration de l'Opéra Garnier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les programmes, notamment ceux d'histoire. Rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris pour terminer. Dans les années collège, elle vous dira comment transformer le temps d'écran en temps de lecture. C'est une véritable magicienne, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Margot Collet, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes consultante et formatrice dans l'égalité femmes-hommes, directrice associée chez COP Égal. C'est un organisme qui propose des formations et un accompagnement sur ces sujets. On connaît aussi votre voix, parfois votre visage, car vous avez été porte-parole de l'association Oser le féminisme. Et c'est d'ailleurs avec Raphaël Rémy Leleu, je crois cofondatrice d'Oser le féminisme, si je me... non, juste après. Mais co-porte-parole, autant pour moi. Un peu plus tard. C'est peut-être pour ça. C'est vrai, mais c'est peut-être pour ça que je l'identifiais également Oser le féminisme. En tout cas, vous avez signé avec elle en 2018 un livre intitulé « Beyoncé est-il féministe ?» et autres questions pour comprendre le féminisme. Les illustrations sont signées d'Igli, livre qui a été réédité en 2023 chez First. Voilà, vous voyez une illustration à l'écran qui est sortie dans plusieurs langues, notamment « Beyoncé è una femminista » et Altre domande per capire il femminismo. C'était en Italie aux éditions Kiwi. Alors on peut même, pour faire le cadeau, patienter un tout petit peu, je ne devrais pas le dire, mais ça va sortir en poche, la version française. En mars. Au mois de mars. Un ouvrage qui balaye tous les grands sujets de façon limpide, dynamique, avec à chaque fois des explications, des portraits, une boîte à outils pour passer à l'action et quelques punchlines à ressortir. Première édition en 2018, qu'est-ce qui a le plus changé depuis, le cas échéant, qu'aviez-vous modifié pour la nouvelle édition ? Ce qu'on peut observer 5 ans plus tard, c'est que déjà, dans le sillage de MeToo, le féminisme s'est imposé comme un sujet très présent dans les repas de famille, dans les fêtes de fin d'année, j'imagine, dans les médias, y compris dans les sujets d'éducation au sein de l'éducation nationale. On ne peut plus passer à côté. Il y a eu une révolution, le terme est un peu fort, mais en tout cas, il y a eu une vague féministe pendant ces 5 dernières années. Ça, c'est un premier constat. Puis dans le livre, 5 ans après, c'était aussi l'occasion de faire le bilan sur des victoires de mise à l'agenda politique, de nouveaux modes d'action aussi, et puis aussi de diversifier peut-être les références qu'on avait valorisées en 2018 et qu'on a souhaité diversifier 5 ans plus tard. Avec quand même quelques petits retours de bâton. Vous étiez assez optimiste en 2018. Vous disiez le temps où le féminisme était accusé d'encourager les femmes à quitter leur mari, assassiner leurs enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir lesbienne semble être révolu. Vous citiez là un conservateur évangéliste, si je me souviens bien, américain, Pat Robertson. La victoire de Trump, elle a pu être analysée comme une revanche justement du mâle blanc hétéro patriarcal. Dans l'histoire du féminisme, il y a de toute façon toujours eu des allers-retours. C'est pas une progression comme ça, sans retour de bâton, sans backlash, comme on utilise le terme en anglais. Voilà. Il y a toujours eu des allers-retours, en particulier dans les périodes de crise. Les questions féministes, la situation des femmes de manière générale connaît toujours des reculs. Nous, on l'a vu dans une autre échelle, par exemple, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, où on observe qu'en France et globalement dans le monde, cette crise sanitaire et économique a marqué un retour en arrière des progrès en matière d'égalité femmes-hommes. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est assez aussi symptomatique de ce backlash, et ça doit aussi nous alerter sur ce que pourrait connaître la France, voire même ce qu'elle peut connaître en même temps avec des idées, en ce moment, avec des idées réactionnaires peut-être qui se font de plus en plus sentir. Alors un peu d'histoire justement, parce que vous en faites dans le livre. Le premier grand combat des féministes, écrivez-vous, concerne l'accès à l'éducation et au droit de vote pour les femmes. D'une certaine manière, la partie est gagnée, si on regarde en termes de taux de scolarisation, si on regarde malgré tout dans l'emploi, en politique, et pourtant quand on creuse un tout petit peu, quand on gratte la surface, on se rend compte que ça résiste sur tous les domaines. Oui, il n'y a pas besoin de gratter très profond d'ailleurs pour voir que les inégalités sont encore là, que certaines d'entre elles sont très tenaces. Je pense qu'il faut saluer les avancées. Par exemple, le fait que les inégalités salariales, c'était une bonne surprise quand on a réédité les chiffres dans Beyoncé est féministe, se sont réduits légèrement, mais il y en a d'autres qui stagnent et d'autres qui régressent. Je pense en particulier à la place des femmes au Parlement. Elles sont moins nombreuses en 2024 qu'elles ne l'étaient en 2017. Et ça nous montre encore une fois que la parité en politique ne se fait pas naturellement et que à la moindre inattention, si on baisse un peu la garde, c'est le naturel
et un peu les rapports de domination misogyne qui reprennent le pouvoir. Des inégalités qui sont protéiformes, qui se nourrissent de plein de facteurs extrêmement différents. On est sur School TV, je vous pose forcément la question de l'école. Et alors par exemple aussi des programmes, parce qu'on parle beaucoup des inégalités femmes-hommes en termes d'accès à des emplois bien rémunérés. Je le dis comme ça parce qu'en matière d'études, et ça depuis belle lurette, les filles réussissent mieux que les garçons. Pour autant, elles ne font pas les mêmes études supérieures et elles n'ont pas accès aux mêmes emplois. Mais par exemple dans les programmes, alors nous on a eu l'impression que ça progressait plutôt pas mal quand même aujourd'hui et qu'on commençait à faire une toute petite place aux grandes femmes de l'histoire, aux grandes femmes de la littérature. Mais ça c'est un enjeu essentiel. Oui, il y a quelques années encore, il n'y avait aucune femme autrice étudiée dans les bacs littéraires, même dans le programme de français de manière générale. C'est une question portée par les féministes, par un certain nombre aussi d'enseignants et d'enseignantes qui se rendent bien compte qu'il y a une marge de progression dans les programmes qu'il et elle enseignent. Donc oui, ça fait son chemin, mais encore une fois, voilà, ne pas baisser la garde et puis faire en sorte que ce soit des sujets autant abordés que les autres, que ce ne soit pas considéré comme quelque chose de mineur, d'annexe et encore moins d'optionnel. Livre dans lequel on apprend, on réapprend, on redécouvre le mot de matrimoine que vous opposez au mot de patrimoine. Pourquoi c'est important, par exemple, de penser matrimoine et plus patrimoine? Alors je pense que c'est pas une opposition, c'est une manière de parler voilà. De toutes et tous. Le patrimoine, c'est l'héritage des pères. Quand on veut valoriser l'histoire de France, quand on veut valoriser l'histoire dans toute sa complexité et dans toutes les personnes qui ont contribué à cette histoire, c'est plus correct et plus précis d'utiliser aussi bien le terme de patrimoine que de matrimoine quand on valorise ce que les femmes, nos ancêtres et celles avant nous, nous ont légué. Et tout ça va se nicher dans la langue. Vous m'avez d'ailleurs repris, mais vous avez raison. Et vous dites par exemple un dossier qui s'intitulerait « Les femmes et la Révolution française ». C'est à peu près aussi aberrant que de dire « Les hommes et la Révolution française ». Oui, on retrouve dans les programmes d'ailleurs le fait que souvent les femmes, ce sont la petite annexe. On le retrouve aussi avec les guerres mondiales, les femmes et la Première Guerre mondiale, les femmes et la Révolution, comme si pendant tout le reste du chapitre, il n'y avait pas de femmes. Or, que ce soit dans tous les épisodes clés de l'histoire, il y avait des hommes et des femmes, peut-être qui n'ont pas joué les mêmes rôles du fait de leurs conditions matérielles, des stéréotypes, des rôles sociaux des hommes et des femmes, mais les femmes ne sont pas qu'une annexe de l'histoire et donc ne doivent pas être traitées en annexe d'un programme ou d'un chapitre d'Histoire de France. 2018-2023, alors on pourrait en fait, si on voulait être plus marquant, faire 1990, 2023, 2025 d'ailleurs, et les choses auraient concis à ranger. Ces années 90, c'est quand même ce que vous le rappelez, ce qu'on appelle la troisième vague, pour évoquer les mobilisations féministes. Oui. Qu'est-ce qui la caractérise? Parce qu'on est encore sur cette vague-là quand même, non? Oui, même la troisième vague, je pense que certaines historiennes du féminisme pourraient dire qu'il est peut-être un peu tôt pour parler d'une troisième vague, quand on voit que la deuxième s'est produite 20 ans plus tôt, alors que la précédente, c'était plus d'un siècle avant. Peut-être on manque un peu de recul pour déterminer est-ce qu'on est vraiment dans une vague qui, dans les mobilisations, dans les revendications, est fondamentalement différente de celle qu'on appelle la deuxième vague, donc dans les années 70. C'est les années 70. Peut-être que oui, effectivement, autour de MeToo, l'émergence très forte de la question des violences sexistes et sexuelles et l'importance des mobilisations numériques. Voilà, je ne me prononcerai pas, les historiennes... Est-ce que c'est vague ou pas, mais en tout cas, il se passe quand même quelque chose avec le numérique, il s'est passé pas mal de choses. Il se passe quelque chose aussi autour de la culture visuelle, mais il se passe aussi quelque chose autour du plaisir, du désir. Les choses ont pas mal bougé. Est-ce que vous avez vu le film 20 dieux récemment? Non. Alors, il faut absolument que vous le voyiez, parce qu'il y a une réplique, je trouve, d'anthologie, qui forcément vous intéressera, où une jeune femme propose au jeune garçon d'avoir une relation sexuelle. Il commence vaguement, il a une panne, il dit bon, bah tant pis. Elle dit mais attends, toi, t'as peut-être une panne, mais pas moi, vas-y. Et je me disais que typiquement, il y a quelques années, c'est une scène qu'on n'aurait jamais vue dans le cinéma français. Oui, c'est clair, c'est une autre manière de repenser la sexualité et au-delà de la sexualité, les rapports entre les femmes et les hommes. Et où, pendant des décennies, et je pense qu'il y a encore un petit peu de travail, c'est la prédominance du désir masculin. Et juste un exemple, quand on voit que jusqu'en 2017, l'anatomie des femmes et le seul organe dédié au plaisir, qui est le clitoris, n'était même pas représenté, on voit à quel point il y avait un manquement, un grand absent, un gouffre sur cette question de la sexualité des femmes de manière générale. Et ça, c'est quand même dans les sujets qui ont émergé considérablement ces dernières années. Le sexisme reste très présent. Selon le dernier état des lieux du sexisme du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un homme sur 5 âgé de 25 à 34 ans pense, je cite, qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable. Tout ça alors qu'on vient de sortir en fin 2024 du long procès Mazan-Ziel Pellico. On continue à en parler avec Margot Collet juste après l'Anti-Sèche autour de Beyoncé est-elle féministe et autres questions pour comprendre le féminisme. Mais pour l'heure, Guillaume Buan, l'Anti-Sèche.
Guillaume Buan, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, les 150 ans de l'inauguration de l'Opéra Garnier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on le croise dans la littérature parce qu'il s'y passe des tas de choses, évidemment, en histoire de l'art, en musique. Et avant que ce ne soit un opéra, c'était surtout un théâtre. C'est aussi pourquoi on en parle en littérature. On va vous raconter l'histoire justement de cet opéra, mais il faut revenir avant sa construction en 1791. Donc la Montansier, qui était comédienne et directrice de troupe, a fait construire une salle de plus de 1600 places face à la Bibliothèque nationale. Un nouveau théâtre inauguré en août 1793, mais la Montansier est accusée de vouloir incendier la Bibliothèque nationale. Elle a donc été jetée en prison une année plus tard. Elle a perdu la gestion de son théâtre qui se voit donc confié à l'opéra. Et en 1820, le duc de Berry est assassiné à la sortie d'un spectacle, si bien que Louis XVIII ordonne la démolition de ce fameux théâtre Montansier. Face à cette décision soudaine, un architecte a construit en seulement une année l'opéra Le Pelletier en employant des éléments. Il y avait notamment la colonne et la charpente du théâtre qui avaient pu survivre et donc il l'a réutilisé. Ce nouvel opéra est inauguré en août 1821 et se veut provisoire en attendant la création d'une salle définitive. Alors le 14 janvier 1858, l'opéra est devenu l'endroit choisi pour commettre un attentat. C'est notamment des révolutionnaires italiens qui ont pris pour cible Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors, qu'ils sont arrivés donc dans la salle Le Pelletier, ils ont manqué cet attentat, mais il a précipité donc la fin de ce théâtre. C'est ainsi ouvert quelques années plus tard un concours pour construire un nouvel opéra qui doit s'inscrire dans le Paris haussmannien à la fin du Second Empire. 171 projets et c'est un architecte qui était inconnu, Grand Prix de Rome et qui est âgé de 35 ans, qui lui remporte tout simplement à l'unanimité ce concours. Il s'appelle Charles Garnier. Garnier, d'où le nom de l'opéra Garnier. La première pierre a été posée le 21 juillet 1862. Les travaux ont duré une quinzaine d'années. Entre-temps, il y a eu des pauses avec la guerre franco-allemande. L'opéra inachevé sert donc de magasin et l'issue de cette guerre va donc commencer donc dans l'Empire, puis lors de la République. Les travaux se poursuivent malgré un coût pharaonique de ce chantier. Je vous le donnerai tout à l'heure. Napoléon Bonaparte veut faire de cet opéra un instrument de propagande. Il va exercer un contrôle étroit sur cette institution. Et l'opéra est achevé le 30 décembre 1874, inauguré en grande pompe par le président de la République et le maréchal donc Mac-Mahon le 5 janvier 1875 avec des invités. Sans oublier toutefois Charles Garnier qui lui n'a pas pris place. En fait, il devait payer justement sa place pour assister à l'inauguration, près de 120 francs sa loge. Alors estimé environ à 15 millions de francs, l'opéra va coûter 36 pour vous donner en euros. Ça fait combien aujourd'hui ? 330 millions d'euros. Petit budget. Cet édifice, mais il est beau. Il faut le dire, avec les deux marbres, donc de l'or, le tout, donc ce palais Garnier qui voit le jour à ce moment. Lieu majestueux qui se visite. Oui, il ne faut pas l'oublier, parce que vous pouvez assister au ballet, vous pouvez assister à toutes les représentations, mais vous pouvez aussi le visiter. C'est une quinzaine d'euros environ, avec une visite qui va débuter par l'extérieur, et donc cette grande façade qui est en fait un vrai musée à ciel ouvert, avec ses sculptures. Et puis en rentrant, vous allez voir un grand escalier agrémenté de nombreux balcons. En levant les yeux, là ce sont de belles fresques qui vous attendent, des plafonds qui ont été notamment décorés. Et puis dans la salle cette fois-ci de l'opéra, un plafond avec une toile de 220 mètres carrés réalisée par Chagall en 1964, bien après effectivement. On rappelle quelques petites infos, on a 1900 sièges quand même, et puis pour la scène c'est 60 mètres de hauteur, jusqu'à 100 musiciens dans la fosse. Donc vraiment profitez-en, plus en période de fête et même après vous avez la possibilité tout simplement d'aller le visiter. Il y a une exposition qui est en cours, il y a des expositions pour les enfants là aussi qui sont proposées, et puis sinon tout au long de l'année vous avez des représentations, donc n'hésitez pas. L'opéra qui a besoin de vous pour faire tourner, c'est au site internet, c'est opéradeparis.fr pour plus d'informations. Voilà, il y a plein de belles initiatives pédagogiques, on en a raconté un certain nombre, notamment 10 mois d'école et d'opéra, et des tarifs très sympathiques pour les jeunes, mais il faut quand même se lever tôt pour les avoir. Guillaume, merci beaucoup. Beyoncé est-elle féministe? Et autre question pour comprendre le féminisme. Le livre va bientôt sortir en poche chez First Edition, mais la nouvelle édition était sortie en 2023. On en parle avec Margot Collet. C'est la suite du Grand Oral. Margot Collet, vous consacrez donc tout un chapitre au sexisme dans le langage. Le sexisme est partout dans notre façon d'écrire et de parler aussi. Et ce n'est pas anecdotique. Beaucoup d'expressions sont sexistes, parfois même sans qu'on s'en rende compte.
Oui. Vous prenez l'exemple, je vous le donne, parce que si vous ne l'avez pas en tête, c'est le harcèlement de rue. Oui. On dit, oui, mais une rue, ça n'a jamais harcelé personne. Une rue, c'est pas la rue qui harcèle, c'est les messieurs. Oui, c'est un exemple parmi d'autres, à la fois du langage tel qu'il existe, mais surtout de comment on l'utilise. C'est pas la langue française qui est sexiste, c'est nous qui le sommes. Et donc la manière de mobiliser les mots qui sont à notre portée, soit parce qu'on oublie que tous les métiers, par exemple, ou tous les adjectifs s'accordent aussi bien au féminin qu'au masculin. Parfois, on les oublie avec cette règle du masculin l'emporte sur le féminin, qui est éminemment politique et qui est d'ailleurs entrée dans la langue française pour des questions politiques. Et puis, il y a aussi d'autres, on va dire, d'autres exemples qui se nichent dans notre manière de parler. Et le harcèlement de rue en est un, puisque c'est pas la rue qui harcèle. Voilà. Alors que c'est pas méchant quand on dit harcèlement de rue, on se dit pas qu'on tient un propos sexiste en fait. Oui. Mais effectivement, on désigne extrêmement mal les choses. Et vous dites qu'à force de petites nuances, de petits, ou petits ou pas petits d'ailleurs, mais enfin bref, de glissements de ce genre, ça va former tout un continuum qui à un moment donné bascule vers la violence et peut aller et alimente la culture du viol. Comment il se tisse ce continuum ? Je dirais que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le sexisme, c'est comme le racisme, c'est une idéologie. Et donc une idéologie qui sous-tend le fait que les femmes et les hommes ne seraient pas égaux et associés à des valeurs qui ne seraient pas égales. Et donc ça va se nicher partout, aussi bien dans des comportements discriminatoires, dans des formes d'humour qui vont reposer sur le sexisme, comme on peut le voir d'ailleurs avec le racisme, et puis après avec des manifestations plus hostiles, que ce soit des violences verbales, physiques, sexuelles ou psychologiques. Ce qui est important à dire, et vous le dites aussi, c'est que, alors, majoritairement, ce sexisme vient plutôt des hommes, mais on peut aussi être dans cette culture patriarcale, dans ce vocabulaire, dans cette représentation du monde, en étant une femme. C'est pas si simple que ça, en fait. On a toutes grandi là-dedans, voilà. Et on nous a globalement toujours appris que tout ce qui avait attrait au féminin, tout ce qui était, je sais pas, les qualités féminines, les comportements des femmes étaient quelque chose d'un peu ridiculisé, un peu dévalorisé. Et donc, forcément, parfois pour s'adapter, parfois certaines, par réflexe de survie, dans certains milieux professionnels, par exemple, vont contribuer à dévaloriser les femmes et à tout ce qui est associé aux femmes pour s'intégrer dans le moule qui est le nôtre. Je pensais à un autre exemple que vous citez aussi dans le chapitre sur le désir, autour du slut-shaming et des insultes, parfois de femmes vis-à-vis d'autres femmes, parce qu'on a été éduqués à être en compétition les unes les autres dans ce registre-là de la séduction, et finalement tous les coups sont bons dans ce registre-là. Oui, une manière de mettre à distance les autres femmes, de dévaloriser les autres femmes, souvent au regard des hommes, parce qu'il y a des hommes qui écoutent, il y a des hommes qui surenchérissent, et donc comme si dévaloriser une autre femme était une manière de se valoriser soi-même. Et ça, je pense que ça prend beaucoup de temps, et je pense que l'entourage et les lectures féministes contribuent beaucoup à sortir de ce schéma-là et à pouvoir aller vers une solidarité, j'irais même jusqu'à dire une sororité, une entraide qui soit positive et non pas une mise en compétition où tout le monde se casse les pattes. Il y a aussi tout un chapitre sur la sororité, qui est un terme qui revient régulièrement dans le livre. Vous le disiez en début d'entretien, les choses ont malgré tout progressé depuis 2018, même s'il y a ces effets de retour de bâton, de backlash, comme disent les anglo-saxons. Aujourd'hui, on peut voir des publicités qui se veulent féministes. Alors là, vous posez quand même la question en disant, est-ce que c'est pas aussi un filon marketing ? Mais l'un dans l'autre, même si c'est un filon marketing, c'est peut-être pas mal non plus. Oui, bon, en tout cas, c'est sûr qu'on le voit aussi bien dans la mode vestimentaire que dans la publicité de manière générale. Justement, les termes féministes, sororité, empowerment sont repris à toutes les sauces. C'est comme on l'a vu avec le greenwashing, où globalement toutes les marques nous font part de leurs matières recyclées pour vendre plus. On va retrouver la même chose avec le pinkwashing ou le féminisme washing, c'est-à-dire surfer sur cette vague-là pour vendre. Après, si ces vêtements sont fabriqués par des femmes exploitées dans un pays d'Asie du Sud-Est ou par des enfants, c'est pas génial, je ne suis pas sûre plus que ce soit tout à fait des valeurs féministes. Oui, absolument. Quand même, dans l'éducation, c'est extrêmement important. C'est un sujet dont on parle aussi beaucoup dans l'émission. C'est la façon dont on éduque ses enfants. On voit quand même la prise de parole, notamment sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre d'hommes. Alors, certaines femmes disant, là aussi, alors c'est peut-être pas du féminisme washing ou je ne sais quoi, c'est du daddy washing, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais c'est quand même là encore plutôt une bonne nouvelle, plutôt l'indice d'une prise de conscience. Globalement, l'éducation, c'est un peu la base. C'est pour ça que nous, on a rédigé un livre qui s'adresse aux jeunes générations,
en se disant qu'est-ce qu'on aurait aimé nous lire nous-mêmes à 10, 11, 12 ans, et on est passé complètement à côté, et du coup on aurait gagné un petit peu de temps. Vous aviez le Dico des filles quand même. Dico des filles, non, j'ai pas eu cette chance, mais voilà un peu ce qu'on nous proposait. Je crois que c'était un peu l'horreur, parce que certaines de vos consoeurs qui travaillent, c'est vrai ? Oui, oui. En tout cas, il y a des contenus assez similaires. Et donc l'éducation, évidemment, c'est un pilier, que ça passe par les femmes, par les hommes, par les parents ou par toutes les personnes qui ont des enfants dans leur entourage. Et effectivement, c'est très important que les hommes et les pères prennent leur part, mais en ayant conscience que globalement, dans le milieu féministe comme ailleurs, la parole d'un homme a souvent beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de poids, et donc aussi à ne pas prendre toute la place non plus, y compris dans les réflexions et dans les mobilisations féministes. Mais moi, je pense que c'est fondamental qu'il y ait des hommes et des hommes féministes qui prennent leur part dans ce combat. Dans les combats urgents, les combats essentiels du moment, il y en a énormément. Vous allez me dire que c'est compliqué de faire le tri, mais bon, il y a la question de l'avortement, par exemple, qui revient de manière récurrente et dont on constate qu'elle n'est toujours pas finalement réglée. Même, on pourrait dire, là, elle a même reculé. Il y a un retour de bâton dans certains pays. En tout cas, au niveau international, pas en France. Quand on a fait le bilan sur les pays où l'avortement est interdit, de mettre en pays en rouge les États-Unis, où le droit à l'avortement est revenu en arrière, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu l'imaginer il y a 50 ans. Donc ça nous montre les enjeux et les défis sur les questions de féminisme. Et l'avortement, oui, ça reste un des combats prioritaires, parce que la maîtrise de son corps, de sa fécondité, de la maternité essentiel. Ou non, c'est un peu la base pour tout le reste, notamment d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une vie personnelle libre et épanouie. Et le contrôle, c'est vraiment de ça dont on parle, c'est le contrôle du corps des femmes par des hommes en général au pouvoir. Oui, c'est un peu un combat fondamental et toujours remis en question. Avec des pays entiers qui eux aussi ont basculé, l'Afghanistan. Oui, notamment. Oui, oui. D'ailleurs, ça montre comment, quand des régimes totalitaires, réactionnaires parviennent au pouvoir, une des premières cibles, c'est les femmes et les minorités sexuelles de manière générale, les combats, les personnes militantes pour les droits humains, mais aussi les femmes. Et en Afghanistan, c'est particulièrement marquant dans la remise en cause de libertés basiques, parmi celles de pouvoir parler ou chanter en public. Donc on voit l'enjeu qu'il y a sur la liberté des femmes et leur place dans l'espace public. Dans les nouveaux mots qu'on a appris également depuis ces dernières années, alors pas tout à fait 2018, mais c'est quand même un concept relativement récent, pas du côté de la recherche, mais dans une sorte de vocabulaire collant, il y a l'intersectionnalité. Si on devait l'expliquer. Alors l'intersectionnalité, effectivement, c'est pas un terme récent. C'est les années 70. Voilà, le concept d'intercroisement des discriminations, c'était déjà abordé par les militantes des années 70 en montrant que il y avait des rapports de classe et de genre qui étaient cumulés. Oui, ça restait très très américain, pour pas dire anglo-saxon, et c'est arrivé il y a une dizaine d'années dans le monde de la recherche en France, à peu près. Oui, globalement, et puis ça a infusé dans les mouvements féministes, et ça consiste à dire, en quelques mots, de dire que le groupe femme et le groupe homme n'est pas homogène, et que même parmi les femmes, le fait d'être une femme noire amène les femmes noires à être à l'intersection de discriminations cumulées, qu'elles peuvent même d'ailleurs subir de la part de femmes blanches, et que pour le modèle de société qu'on défend, il faut prendre en compte cela, sinon on passe un petit peu à côté des rapports de domination de manière générale qui ne sont pas que liés au genre. Et je voulais justement qu'on en vienne là en cette fin d'entretien. Beyoncé est-elle féministe ? C'est aussi, alors bon, on n'a pas raconté l'histoire, mais ça partait d'une déclaration de Beyoncé. Je voudrais quand même juste, j'ouvre au hasard. Vous allez, vous mettez l'image. Regardez, revenez sur moi là, les enfants. Vous allez voir, voilà. Je vous montre. Regarde, je prends les pages complètement au hasard. Vous voyez, je les regarde même pas. Zou. C'est pour que vous voyez à quel point le bouquin, il est punchy. Il y a plein d'exemples, ça claque de partout. Donc franchement, il n'y a aucune raison de ne pas le lire et de ne pas lire à tous les âges. Je conçois que vous disiez que vous l'avez pensé pour les jeunes et ça fonctionne très bien pour eux, mais je ne suis plus tout à fait jeune et ça fonctionne très bien sur moi aussi. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de le dire. Et ce que vous venez de dire sur l'intersectionnalité, c'est que finalement, quand on s'intéresse, quand on creuse ces questions-là, on creuse tout simplement la question des inégalités en général, au-delà même de la question des inégalités femmes-hommes. Oui, par exemple, moi, quand j'interviens dans le milieu professionnel et qu'on aborde la question des blagues sexistes, en fait, ça renvoie aussi au respect de chacun et chacune. Très vite, et on est peut faire assez des vite aux blagues parallèles sur les blagues racistes avec des guillemets, mais c'est la même chose sur le sexisme. Et ça interroge la société, les rapports entre les êtres humains qu'on souhaite. Et je pense que l'entrée par le féminisme est une manière de défendre des rapports égalitaires et respectueux toutes et tous, en général. Margot Collet, merci beaucoup avec Raphaël Rémy-Leleu. Les illustrations sont d'Egli, vous signez Beyoncé. Est-elle féministe? Et autre question pour comprendre le féminisme, ça c'est la VF. Il y a la version italienne
italienne qui vient d'arriver, Beyoncé, una femminista, e altre domande per capire il femminismo. Oui, je sais, je comprends rien à ce que je dis, mais j'ai un accent à peu près correct. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans l'émission. Nous sommes, comme chaque semaine, parés à retrouver maintenant Amélie Paris. Et Amélie Paris, pour les années collège, elle va nous parler de la façon de transformer le temps d'écran en temps de lecture. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris, dans le 18e, en REP+. Et vous mettez en œuvre beaucoup d'actions pour inciter vos élèves à la lecture. Ça fait partie de vos missions. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une appli Nabook qui a pour objectif de mettre les récits au format du 21e siècle. Et oui, c'est une application qui a été créée en 2021 et Carole Fogarassi, l'un des cofondateurs, se décrit comme un chevalier de la littérature du 21e siècle. Il qualifie son application de sorte de Netflix de la littérature pour les 7-14 ans, dont le but est de transformer leur temps d'écran, qui est actuellement de 4h42 pour les jeunes de 10 ans. C'est énorme. Donc, transformer le temps d'écran en temps de lecture. Alors, après une école d'ingénieur et un master d'entrepreneuriat, et surtout après une soirée de Noël. Ça compte plus. Pendant laquelle tous les parents autour de la table s'étonnaient de ne pas réussir à faire lire leurs enfants, selon lui le seul sujet qui les rassemble, eh bien, il a eu cette idée d'amener les jeunes à la lecture en partant de ce qu'ils aiment, de leurs habitudes, et donc de faire des écrans un allié de la lecture plutôt qu'un ennemi. Ok, qu'est-ce qui est innovant alors dans Nabook? Alors Nabook va reprendre les codes des grandes sociétés numériques comme Netflix et WhatsApp. Alors chaque titre est une série qui va être feuilletonnée en épisodes courts, et chaque épisode va pouvoir se lire à la manière d'une discussion instantanée. On va donc lire en scrollant, c'est-à-dire en faisant défiler son écran du bas vers le haut, donc comme si on était sur WhatsApp, sauf que le texte est celui des éditeurs. Okay. Donc le texte, lui, va être encapsulé dans des bulles de couleurs, avec un code couleur très précis, le gris pour la narration, et chaque personnage, après, a son code couleur différent, et chaque personnage a donc sa couleur. Ouais, il va s'amuser pour la guerre et la paix, mais bon bref, il y en a des centaines, non mais c'est pas grave. Alors certaines fonctionnalités vont enrichir le texte et le rendre encore plus accessible, comme des définitions de mots difficiles, ou le choix de la police pour notamment les adolescents porteurs de troubles 10, qui vont pouvoir donc personnaliser leur lecture. Bon, c'est assez génial, mais qu'est-ce qu'on lit finalement? Vous nous aviez parlé une fois des webtoons, les bandes dessinées numériques qu'on lit aussi en scrollant, mais là, sur Nabook? Oui, alors l'idée de Nabook est de mettre en valeur les genres devenus moins populaires. Donc pas de manga, pas de manhwa, mais plutôt des contes, les romans qui sont de plus en plus délaissés. Les manhwas. Manhwa, oui, les bandes dessinées qui viennent de Corée. D'accord. L'équivalent des mangas. Les mangas coréens. Corée du Sud. Autant pour moi. Le théâtre, donc, et les albums. Le texte, comme je le disais, donc, est présenté dans des bulles, et c'est le texte des éditeurs qui n'est donc pas dénaturé, mais éditorialisé dans la mise en page. Ok, donc en somme, toutes les stratégies sont bonnes pour faire lire les 7-14 ans, puisqu'on trouve aussi des aventures, et puis des personnages de jeux vidéo, des personnages de films d'animation. Oui, toujours. L'idée est toujours la même, faire lire les jeunes avec ce qui leur plaît. Donc on va trouver des récits avec des personnages du jeu, de certains jeux, comme par exemple Minecraft. Alors ça, Carole Fogarassi appelle ça la gamification de la lecture. Il n'hésite pas non plus à se comparer à Gutenberg, tant qu'à faire. qui a permis aux idées de circuler. Eh bien, Nabook fera circuler la littérature. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professeur documentaliste, et peut-être que maman aussi, d'ailleurs, on en parle rarement. Alors, moi, je suis quand même un peu mitigée. Je trouve que remettre au goût du jour les genres un peu oubliés, c'est une très bonne chose. Par contre, le texte encapsulé dans des bulles, moi, j'ai essayé, j'ai eu du mal, je me suis un peu perdue. Vous n'êtes plus tout à fait ado depuis 3 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Sorti de l'adolescence récemment. Très récemment. Mais bon, si les ados y arrivent, ça c'est chouette. Ouais. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écran est un véritable vecteur de lecture. On l'a vu, comme je vous le disais, avec Wattpad, avec les webtoons. Et donc on ne peut pas parler de littérature sans prendre en compte toutes les littératures. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment de diversifier. Donc lire quand même du papier, surtout qu'aujourd'hui on a beaucoup de maisons d'édition qui proposent des collections adaptées aux adolescents porteurs de troubles 10. Il faut lire quand même des classiques, mais ça n'empêche pas de lire de la romance, de la fantasy, des bandes dessinées numériques. Et je pense que ce qui est important, c'est de prendre de la distance, que l'ado soit capable de prendre de la distance, ou que ses parents lui en fassent prendre. Voilà, qu'on diversifie. En tout cas, finalement, c'est toujours un peu les mêmes conseils d'une chronique à l'autre, non seulement avec vous, mais quand on parle d'alimentation, quand on parle de pédagogie, quand on parle de plein de choses, on diversifie. Amélie, merci beaucoup pour cette chronique sur Nabook. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et
Pénélope Day pour la préparation de l'émission et qui sont en régie avec aujourd'hui au son Thibaut Goury-Lafont, Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV ou alors vous prenez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.